T'en parles? Non. Pourtant, je Bonsoir. suis déjà bien. Ah voilà, Oui, ça va. voilà, oui, ça va, mais par contre, il faut couper vos micros. S'il vous plaît, pensez à couper vos micros. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est Sandrine qui vous parle. Donc, je vais remplacer Stéphanie sur ce cours qui va consister à travailler sur les personnalités un petit peu difficiles à coacher. Alors, est-ce que vous m'entendez tous bien? Faites-moi un retour pour voir déjà si le son est bon. Oui, merci Jean-Jacques, Sophie, Virginie, etc. Merci beaucoup. Alors écoutez, je vois que nous sommes nombreux. Nous sommes déjà 22 ce soir et nous avons un sujet qui est intéressant, il me semble, parce que dans nos parcours de coaching, eh bien, il nous arrive parfois d'être un petit peu dépourvus avec des coachings qui ne sont pas aussi fluides que les autres et qui viennent nous interroger, poser questions et parfois nous rendent la tâche un peu difficile. Alors, ce soir, les objectifs de cette séance, vous savez bien sûr qu'elle va durer 1h30. Nous avons commencé à 20h30 ce soir. Eh bien, la première chose, ça va être de savoir identifier les personnalités difficiles. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Comment on les repère? Et puis ensuite, d'être également en mesure de comprendre ces possibilités ou éventuellement ses difficultés, en tout cas ses limites par rapport à différents profils de clients. Parce que ça, c'est un aspect extrêmement personnel. Et enfin, on verra très concrètement comment on doit procéder, qu'est-ce que l'on doit faire en fonction des différents cas que nous soulèverons tous ensemble. Voilà pour le programme. Voilà, pardon, j'ai encore un petit micro ouvert, ça y est, je crois que c'est fermé, tout va bien. Voilà. Alors le programme donc de cette soirée, tout d'abord on va parler bien sûr de l'aspect psychothérapie parce que vous allez voir que très souvent nous sommes sur le fil du rasoir et qu'il faut qu'ensemble nous sachions les détecter. C'est pas toujours facile et puis que nous sachions aussi adresser le client vers quelqu'un qui sera plus à même de le faire avancer. Donc on va bien sûr prendre un petit instant là-dessus. On viendra sur les situations difficiles. Là, je vous demanderai de m'alimenter sur des cas que vous avez peut-être eu. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Peut-être sur des cas que vous avez eu personnellement ou en tout cas qui vous posent question. Vous vous dites tiens, peut-être que ça peut m'arriver, ça va être compliqué. Et on verra la méthode des 5 R qui permet en effet d'adopter la bonne attitude à différents niveaux, donc à 5 étapes, pour résoudre efficacement les situations où nos clients sont un petit peu plus compliqués que d'habitude. Voilà. Et comme je vous le disais, on verra différentes pistes. On va essayer de voir le plus de cas pratiques pour que ça soit le plus pratique possible. Alors, jusque-là, est-ce que tout va bien? Vous me faites un OK, on est toujours là, tout va bien, pas de problème. OK, bon, super, merci Aline, merci Sophie. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous donner une information. Alors, permettez-moi de le faire maintenant, avant de commencer mon cours, parce que je risque d'oublier. Vous avez probablement reçu les messages de Anne-Brigitte qu'elle a postés sur la plateforme concernant la formation en présentiel avec Alain Quérol qui se déroulera le 27 janvier à Paris. Donc vous allez retrouver toutes les informations donc en ligne sur votre plateforme et je vous invite à vous inscrire via Doodle. Donc tout simplement vous devez renseigner en cliquant sur le lien qui est dans son message pour savoir si vous allez venir ou pas. Est-ce que certains ont déjà vu ce message? Est-ce qu'il vous est bien parvenu?
Oui, d'accord, c'est fait, super, génial. Donc tout ça, ça fonctionne bien, donc c'est parfait. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le voir, regardez-le, puis surtout inscrivez-vous. C'est ça qui est important. Voilà, parfait. Alors je reviens à mon sujet et je commence en fait par la partie des catégories dans les clients difficiles, parce que en effet, il y a deux cas de figure. Alors, non, Ralid, ce n'est pas la même formation que vous avez eue en webinaire avec Alain. Il a un contenu différent sur le présentiel. Hein. Euh, alors, je reviens donc sur ma formation, pardon, excusez-moi de changer de sujet comme ça. Donc oui, je disais que vous allez vous rendre compte qu'il y a différentes situations. Il y a des clients qui ont vraiment une pathologie derrière, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'anxiété, par exemple, de la dépression profonde. Je prends volontairement cela parce qu'on ne peut pas traiter les dépressions en tant que coach, peut-être de l'agressivité, de la paranoïa, ça m'est arrivé, des troubles obsessionnels, des choses qui sont ancrées dans le passé de manière très profonde et qui ressurgissent en coaching et qui sont définitivement de l'ordre de la pathologie, on va revenir après dessus pour l'identification, et que donc évidemment on ne peut pas traiter. Puis vous allez voir qu'il y a des choses qui sont, c'est pas pour autant des clients qui ont une pathologie, mais c'est plutôt une catégorie, une problématique qui est situationnelle. Donc c'est les gens qui sont procrastinateurs par nature, par exemple. C'est ceux qui sont victimes, hein, c'est jamais leur faute. Il y a ceux qui essayent de manipuler le coaching, le coach et puis son entourage bien sûr. Donc ça peut arriver aussi. Il y a ceux qui partent dans tous les sens. C'est difficile de les coacher. Il y a ceux qui évitent le sujet, qui font tout pour jamais répondre à vos questions. Hein, qui bottent en touche. Il y a les rebelles, il y a ceux qui vous disent tout et le contraire. Ah oui, mais j'ai fait ça, puis après, bah oui, alors vous le reformulez. Ah ben non, mais c'est pas ce que je vous ai dit. Bah si, c'est ce que tu as dit il y a 5 minutes. Donc vous allez voir, tout ça, c'est un peu compliqué. Ok, Virginie, je reviendrai sur ce sujet après, sur le contenu. Hein. Pour le moment, j'interromps pas mon cours, mais s'il vous plaît, fermez les micros. J'ai un micro qui couine encore. Voilà, on reviendra sur les contenus après de la formation d'Alain. Restons concentrés, si vous voulez bien, sur notre sujet pour que vous puissiez en profiter. Donc voilà les deux catégories qu'il va falloir que vous appreniez à identifier. Alors, pour commencer, je vais vous poser la question. Je viens quand même sur ma petite slide, voilà, petite slide sur la thérapie. Mais ma question est, comment faites-vous pour identifier un cas pathologique? C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez savoir si c'est une catégorie situationnelle, on va dire, contextuelle, ou si c'est vraiment quelque chose de pathologique? Allez, vous me faites des petits retours par chat, et puis on va voir comment on les repère. Hein. Vos expériences, partagez-les si vous en avez déjà eu, ou bien tout simplement vos idées sur le sujet. Qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille sur un client qui a une pathologie? Alors, Raline nous dit présence de tics. Oui, alors des tics, pourquoi pas? Oui, absolument. Pour voir pas carrément des tocs, hein, parfois. Donc oui. Chantal nous dit par un débit de parole un peu incohérent. Oui. Alors Chantal, vous allez le remarquer comme ça. Plus que débit, ça va être un discours incohérent. Ouais, absolument. Vous allez voir, par exemple, on peut repérer la paranoïa, des gens qui se sentent complètement menacés, qui ont des propos très bizarres. Oui, tout à fait. Christine nous disent les gens qui ne tiennent pas en place. Bon, alors je sais pas, il peut y avoir des cas extrêmes, mais vous savez, il y a des gens speed, hein, et ils ont pas forcément une pathologie. Mais en tout cas, à voir. Qui cherche, alors Sophie nous dit qu'ils cherchent les solutions dans le passé. Absolument. Hein, tout ce qui est de l'ordre du retour au passé, ils essayent de comprendre le pourquoi, le comment. Vous allez voir, il y a d'ailleurs ça c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont besoin de comprendre le pourquoi, mais nous c'est quand même jusqu'à une certaine limite.
concrète, quand on a une vraie interrogation sur son passé, on a besoin d'éclaircir des choses, ça devient un peu compliqué parce qu'en coaching, bien sûr, on est là pour développer sa compréhension, mais sûrement pas pour faire une analyse profonde du passé. Vous allez voir, oui, c'est que ça, c'est très souvent, c'est délicat. Moi, je me rappelle j'ai accompagné une dame d'ailleurs qui était coach, et j'ai eu un long débat sur son coaching parce que j'avais vraiment l'impression que pour moi, il y avait une pathologie. Elle était tout le temps dans le puis là c'était un confrère, hein, donc on en a parlé vraiment carte sur table de manière très transparente, qu'elle était dans une souffrance du passé, dans toujours vouloir analyser, comprendre, ramener, en fait une éternelle analyse et compréhension mais jamais d'action. Voilà. Et ça met quand même la puce à l'oreille, même si elle, en l'occurrence, elle trouvait que c'était normal de comprendre avant de passer à l'action. Donc oui, mais il y a une limite quand même. Hein. Alors je continue. Rally nous dit des signes gestuels avec les mains. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait quelqu'un d'extrêmement nerveux, peut-être, voilà, bon, c'est pas toujours signe d'une pathologie, mais avoir les proportions, peut-être. Magali nous dit un client qui évoque un cas très lourd. Bah oui, bah exactement. Ouais, c'est clair, les viols, la maltraitance. Oh, parfois, vous avez des sujets terribles en coaching de vie qui sortent. Vous avez intérêt à être bien accroché. Et puis à faire genre oui tout va bien, allez-y, je vous écoute, parce que sinon vous prenez le mouchoir avec eux et parfois j'avoue qu'on peut ressortir secoué. Anna nous dit quelqu'un qui se met à pleurer systématiquement arrivé à la séance. Alors oui, quelque part Anna, vous avez raison, c'est-à-dire que quand il y a là aussi il y a beaucoup de gens qui pleurent en coaching et surtout en coaching de vie. Moi, quand je faisais du live coaching, j'avais toujours le paquet de mouchoirs et je peux vous dire que il servait bien. Ce qui est pas le cas en entreprise. Hein. En revanche, quoi que ça peut arriver, parce que ça m'est arrivé il y a 3 jours avec un monsieur en plus en séance de coaching en entreprise. Donc oui, mais quelqu'un qui arrive systématiquement, Anna, vous avez raison, en pleurs, où il y a beaucoup d'émotions, vous êtes sur déjà plusieurs séances, 3, 4, 5 séances et on n'arrive pas à purger cette émotion, il y a quelque chose peut-être, en tout cas il y a quelque chose de l'ordre émotionnel, peut-être que derrière il y a un peu de la dépression, il y a un peu peut-être. Donc là oui, absolument. Sophie nous dit une agitation comportementale. Alors à voir ce qu'on entend vraiment par cela. Fermer sur soi. Yolande, c'est intéressant. Fermer sur soi. Vous voyez, c'est très subtil. Il y a des gens qui sont extrêmement introvertis. Hein, extrêmement introvertis, qui ont du mal à parler, à communiquer, qui sont très gênés à exprimer ce qui se passe en eux, etc. C'est pas pour autant qu'il y a une pathologie, mais en revanche, quand vous arrivez dans quelque chose d'extrême, absolument, Yolande, je vous rejoins. Raline nous dit la transpiration. Écoutez, je ne sais pas si c'est signe d'une pathologie, honnêtement. Et le Honor très égocentrique. Alors, des comportements, oui, alors là encore c'est une question de proportion, des comportements qui sont très irrationnels, qui sont complètement dans les extrêmes, peut-être que ça peut vous mettre la puce à l'oreille, mais il y a des gens qui sont tout naturellement égocentriques et n'ont pas pour autant de pathologie. Jean-Jacques nous dit des indications systématiques de problèmes avec toujours une faute externe. Oui, alors c'est vrai que vous me faites repenser à un cas, Jean-Jacques. Oui, les personnes qui sont toujours dans le déni, qui sont totalement dans l'incapacité de se responsabiliser, qui voient le mal vers l'extérieur, les gens qui leur en veulent, c'est pas ma faute. Ça peut, ça peut vous, là aussi, hein, si les proportions, et puis s'il y a une récurrence surtout. Et l'honneur nous dit pleure facilement ou jamais dans le positif. Voilà, on a parlé de cet aspect-là. Alors, Anna, quand le coaching n'avance pas du tout, ça c'est très intéressant parce que c'est un des cas difficiles en coaching. Et on va vraiment en reparler. Là, justement, on va voir comment on le traite. Et il va falloir qu'à un moment vous posiez la question de est-ce que derrière, en effet, il y a une pathologie qui fait que le coaching n'est pas adapté. Il a fait un petit pas, il a fait des petits progrès, mais concrètement, le coaching ne va pas lui permettre de régler son problème. Alors oui, ça va vous alerter. Néanmoins, il y en a d'autres qui avancent pas pour d'autres raisons.
hein. Mais en général, c'est quand même quelque chose d'en effet, un signal qui doit vous interpeller. Émilie nous dit, je ne comprends pas bien pourquoi le retour vers le passé est une pathologie. Ah, c'est très intéressant. Ce n'est pas l'objet du coaching, mais pas nécessairement une pathologie. Oui. Alors, vous avez raison. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple dans leur enfance, dans leurs relations, etc., pour avancer mieux. En revanche, quand on a besoin d'aller très en profondeur, comprendre ce qui s'est passé dans le passé, c'est quand même qu'il y a eu un événement significatif et marquant. Dès lors où cet événement a créé une empreinte, hein, dans la vie de la personne, c'est quand même que c'est fort, et c'est qu'il y a probablement quelque chose qui est plus de l'ordre de la psychothérapie que du coaching. Vous voyez, j'espère que ça répond, Émilie. Vous avez raison sur le fond. Mais attention, si on retourne vraiment sur le passé, c'est qu'il y a quelque chose à clarifier qui reste lourd, qui reste pas digéré, qui reste emprunt émotionnellement au fond de soi, et qu'on a besoin d'aller clarifier cet aspect-là. Et là, justement, on n'est plus en mesure de le faire en termes de coaching, hein, parce que vous savez, je vais réutiliser une phrase qui m'avait interpellée. Quand j'ai fait 2 formations sur Master Coach, mais il y en avait un prof qui m'avait dit, enfin qui nous avait dit, le coaching, c'est coacher des gens qui vont bien et qui veulent aller encore mieux. Alors c'est à mettre avec des pincettes, parce que tous les gens qui viennent en coaching, ils vont pas forcément bien, dans le sens où s'ils viennent vous voir, c'est précisément qu'ils veulent faire évoluer quelque chose. Mais en même temps, quand quelqu'un va mal et qui se réfugie dans le passé pour aller comprendre pourquoi il va mal, là quand même on n'est plus du tout dans notre métier, hein. Donc Émilie, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, Rally nous dit évite le regard. Alors si c'est encore une fois, il y a des grands timides, hein. Si c'est vraiment très 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 exagéré, bon, pourquoi pas. Alors oui, Sophie nous parle des insomnies. C'est vrai que là aussi, vous avez les gens qui ont des insomnies chroniques, qui ont des grosses angoisses, parce que ça va souvent avec, qui sont en stress permanent. Vous voyez, ça va probablement être compliqué. Maintenant qu'il y ait des insomnies qui soient contextuelles, parce que liées à une surcharge de travail, à un problème familial, enfin, etc., la problématique de coaching, c'est pas nécessairement lié à une pathologie. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, une question d'équilibre et de dose. Des pratiques alimentaires lourdes, oui, Sophie, absolument. Absolument, tout ce qui est un peu compulsif. Ouais, là, vous avez tout à fait raison. Khalid nous dit parle en bougeant constamment la tête. Oui, enfin si vous avez un surexcité en face, peut-être, oui. Fabien nous dit quelqu'un qui évoque des hallucinations, des troubles de type psychiatrique. Mais oui, bien sûr, bah là c'est très clair. Biliel nous dit un lien aussi avec la problématique du coaché. Attendez, Biliel, il y a un truc qui m'échappe. Remettez-moi la question. Je comprends pas. Sophie nous dit évoque des insomnies, des troubles qui gênent son compte. Voilà, hein, on est d'accord, ça c'est ce que vous avez dit. J'ai un cas de coaching, nous dit Anna, qui avait déjà commencé une psycho depuis quelque temps. Ah, alors ça c'est intéressant ce sujet. Déjà pour résoudre les problèmes du passé et à solliciter un coaching pour aller vers le futur. Et son psy avait confirmé que c'était très complémentaire dans le cas où il y avait des choses lourdes dans le passé. Alors merci d'arriver à ce sujet éminemment, tout à fait essentiel. C'est que quand vous avez détecter un besoin d'accompagnement par un psychologue, ça ne vous empêche absolument pas de poursuivre le coaching en parallèle. Vous voyez, et il y a même des cas où c'est recommandé parce que je sais pas, j'ai plein de cas en tête où le client finalement avance très bien, il a pas trop envie d'aller en psychothérapie parce qu'on va en reparler, c'est un peu ça souvent la raison qui fait que les gens choisissent plutôt un coach qu'un psychothérapeute. Et puis finalement, il est quand même très tourné action, il a envie d'avancer, de couper les chaînes avec ses difficultés du passé, et il avance. Mais il y a souvent quelque chose du passé qui revient. Vous allez voir, ça c'est quelque chose qui
qui est un vrai signe. C'est-à-dire que régulièrement, on nous ramène un truc du passé, puis on voit bien que à cause de ça, la personne n'arrive pas à avancer comme elle voudrait. Alors là, c'est intéressant d'aller un petit peu nettoyer cet aspect-là, et puis en parallèle de travailler sur le coaching. Donc oui, bien sûr, les deux sont compatibles et conseillés. Tout dépend encore une fois de la lourdeur et du client, de son envie. Il y en a qui sont pas capables de faire les deux, c'est trop lourd, ou qui ont besoin d'aller trop travailler en psychothérapie d'abord et qui vont revenir vers le coaching après. Vous voyez, voilà. Mais oui. Grand oui. Chantal nous dit quelqu'un qui réagit très souvent de façon virulente et rejette la faute sur l'extérieur. Voilà, c'était l'idée du précédent. Sophia partage un cas. Une personne qui vient pour être aidée sur un sujet vous dit qu'elle n'a plus de problème aujourd'hui, mais qu'elle est incapable d'exprimer ce dont elle a besoin. Elle a un passé très lourd émotionnel. J'ai commencé la semaine dernière avec un cas comme celui-ci. J'ai eu le tournis au bout de 2 heures en fait. C'est comme si elle résistait complètement et qu'elle était hermétique au coaching. Elle est convaincue qu'elle est consultée, les cartes l'aidera dans ses prises de décision. Ouais. Alors là, ça sent pas bon. Vous avez raison. Alors. Justement, on va voir comment on traite ça. Mais vous avez raison, Sophia, hein, ça sent quelque chose de compliqué. Vous voyez, là, vous me donnez un élément. Quand il y a des gens qui vous disent, je vais consulter les cartes, ou alors j'ai déjà fait X thérapeute, j'ai déjà essayé ça, et puis j'ai essayé ça, et puis j'ai essayé ça, et puis il n'y a rien qui marche. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a de fortes chances pour que ce soit des gens qui tâtonnent dans différents univers, qui sont très divers et variés d'ailleurs, et puis certains sont super aussi, why not. Mais là, en tout cas, ça veut dire que oui, il y a plus d'interrogations que de réalité, de réelle motivation et d'envie de se mettre en avant. En tout cas, motivation, capacité, hein, on va le dire plutôt comme ça. Hein, parce qu'il y a trop de choses lourdes derrière qu'il faut d'abord régler avant de se mettre en mode action. Ouais, et Sophia, vous dites, je sais pas trop comment faire, comment la rediriger. Bon tiens, c'est bien parce que on en parle après, Sophia. Hein. Vous me direz si on a répondu. Je finis et puis justement je vous parle de ça. Alors Annie nous dit tout ce qui concerne les addictions. Ouais, problèmes liés au deuil consécutif à la perte d'un emploi. Oui, alors les addictions, oui. Et évidemment, même si encore une fois, voyez, le coaching peut parfois régler des problèmes de cigarettes. Ça, je sais que ça peut marcher pas trop mal, mais des addictions très lourdes, oui, mais définitivement, quelqu'un qui arrive, qui vous dit mon fils est toxicomane, vous allez le prendre en coaching, surtout n'y allez pas. Hein, ne vous lancez pas là-dedans, c'est juste impossible. En revanche, en parallèle, encore une fois, pourquoi pas. Bilal nous dit, alors voilà, peut-on faire un lien, il nous manquait un mot, Bilal, un morceau de la phrase. Peut-on faire un lien avec la problématique du coaché? Plus sa problématique est profonde, plus elle peut être assimilée à une pathologie. Oui, alors l'idée c'est ça en profondeur, hein. C'est que plus vous voyez que la problématique elle est extrêmement complexe, elle est enfouie, elle est de l'ordre d'un comportement extrêmement sévère, marqué, qui pose vraiment problème dans le quotidien de la personne et qui est très ancienne. Alors exactement, d'ailleurs ça va être là un peu la conclusion. C'est ça. Vous voyez, c'est voyez quelque chose de très lourd, où il y a par exemple un échec qui se reproduit depuis 30 ans, où il y a des habitudes alimentaires par exemple ou addictives qui sont ancrées très lourdement. Oui, là ça va vous mettre également le doute, hein, et vous allez vous méfier. Tout ce qui touche, bien sûr aussi, je le rajoute du coup, parce que là on commence à avoir fait le tour, à des problèmes qui touchent le fonctionnement quotidien de la personne. Par exemple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Tiens, j'ai un cas auquel je pense d'un monsieur qui s'est mis tous ses collègues à dos. Là, franchement, il y a un truc, c'est pas possible. Et en plus, c'est pas de sa faute. Bien sûr que si, c'est de sa faute. Et là, vous voyez, il y a quelque chose de très lourd là-dedans. Et là, il faut pas aller dans ce coaching. D'ailleurs, c'était une erreur de ma part, un bel apprentissage où là, il vaut mieux vite faire machine arrière et puis réorienter vers une psychothérapie. Alors, Sophie nous dit, j'ai une étudiante qui me dit avoir arrêté sa thérapie et de se sentir mieux avec un coach parce que le poids de se dire je fais une psycho, était trop grande pour elle. Mais doit-on lui faire comprendre que c'est malgré tout peut-être important de poursuivre la thérapie car le coach ne pourra pas aller traiter des problèmes de passé? Oui. Alors,
Maintenant, j'arrive. Ben oui, Sophia. Alors, on arrive justement à la réponse que nous posait, à la question tout à l'heure de se dire qu'est-ce que je fais avec ma cliente qui vient demain où j'ai détecté quelque chose qui est de l'ordre de la psychothérapie. En fait, déjà, alors évidemment, il faut y aller très doucement parce que le problème, c'est que la notion même d'aller chez le psychothérapeute est extrêmement péjorative pour certains, en tout cas. Moi, on m'a dit, ouais, mais ça, c'est pour les fous. Non, les psychothérapeutes, c'est pas pour les fous. Hein. Les fous, c'est de la psychiatrie. C'est pas de la psychologie, c'est très différent. Mais sauf que c'est pas bien facile de comprendre la différence. Et puis il y a des croyances qui sont ancrées là-dessus. Donc il faut que déjà vous démystifiez. Première chose, vous y allez doucement. Vous vous doutez qu'il y a probablement un tabou. Donc deuxième étape, vous démystifiez, vous expliquez ce qu'est une psychothérapie. Il faut la normaliser. Il faut normaliser la thérapie et tout simplement expliquer aux clients que quand on a un problème de peau, eh bien c'est mieux d'aller voir le dermatologue plutôt que d'aller voir un généraliste, tout simplement parce que c'est un spécialiste dans les troubles du comportement. Dites pas troubles si ça fait pas bien, mais dans les difficultés de comportement, dans les difficultés comportementales, par exemple. Why not, amener des mots qui soient soft, mais démystifier et expliquer à quoi sert un psychologue. Lui, il est capable. Nous ne sommes pas capables, d'accord, de mieux éclairer, de mieux clarifier ce qui s'est passé dans le passé et qui alourdit la situation actuelle. Alors que nous en sommes incapables. Rappelez que sans ce travail, eh bien en effet, il n'est pas possible d'avancer. Il n'est pas possible d'avancer et du coup, pour répondre aussi à Sophie, si elle veut, elle peut continuer en parallèle, mais très rapidement, comment elle va le mesurer? Parce que finalement, c'est là dans votre cas, Sophie, dans votre cas bien précis, c'est à elle de mesurer si elle avance ou pas. C'est-à-dire que bon, si elle estime qu'elle fait des progrès et qu'elle avance, à la limite, pourquoi pas, mais attention au retour du bâton, parce que les 2-3 premières fois, ils sont contents, et puis 4, 5, 6, et puis après, ils se rendent compte au bout de 6 séances que finalement, ils n'ont pas beaucoup avancé, et donc ils commencent un peu à être déçus, puis à dire, voilà, de toute façon, c'est pareil, je vous l'avais bien dit, psychothérapeute, coach, moi, j'ai pas avancé, j'ai toujours mon problème. Oui, parce que tu n'as pas nettoyé, et puis que, oui, je peux te faire avancer en parallèle, mais je ne peux pas régler le problème. Donc il faut évidemment que vous soyez extrêmement clair et que vous le disiez en toute franchise. Ok. Et pour ça, on va voir d'ailleurs comment on peut le dire. Mais juste avant de vous faire peut-être une petite simulation, je voudrais vous dire et vous rappeler que vous devez vous entourer dans votre carnet d'adresses d'un psychologue en qui vous avez confiance, qui est un bon professionnel, qui peut travailler avec vos clients, et ça c'est vraiment très important. Très important pour que vous ayez un relais. Voilà, parce que ça va aider forcément aussi quand vous dites à la personne, écoutez, si vous le souhaitez, je connais un thérapeute qui est excellent, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Vraiment, j'ai obtenu de très très bons résultats. Est-ce que vous avez envie que je vous donne son contact? Voilà. Alors, comment ça se passe dans le cas les deux cas là que vous nous avez soulevé, puis de manière générale, quand vous le détectez, vous tournez pas autour du pot. Vous ne tournez pas autour du pot. Il y a une compétence en coaching qui est la communication directe. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut s'en servir. Il faut tout simplement faire un petit arrêt. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où genre on vous balance l'histoire du viol que vous m'avez dit tout à l'heure, un truc dans le passé qui revient 3 fois en milieu de la séance, quelque chose d'extrêmement lourd qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir avant. Alors là, vous arrêtez au milieu du coaching et vous dites tout simplement, j'entends cette difficulté et je comprends la douleur qui est associée parce que je perçois beaucoup d'émotions. Pardon, juste avant, vous demandez si vous pouvez faire une petite intervention. Vous lui dites à votre client quelque chose du style permettez-moi de vous interrompre. J'aimerais partager avec vous un ressenti. Est-ce que je peux le faire?
Donc il va vous dire oui. Donc vous lui dites voilà, vous me parlez de cet événement qui est extrêmement difficile. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous savez que le coaching n'est pas adapté aux situations qui sont qui sont émotionnellement très très fortes et qui sont liées au passé. Que sûrement il y a des thérapeutes. Alors parlez pas tout de suite de psychologie. On a dit on y va doucement, on leur fait pas peur, mais il y a sûrement des accompagnants qui sont plus à même d'avancer sur ces sujets. Du coup, comment pouvons-nous adresser votre préoccupation en mode coaching? D'accord. Là, vous retournez la situation de manière à recadrer le client pour que au moins vous finissiez votre séance et qu'il se recadre sur quelque chose de coaché. D'abord, de toute façon, dans le contrat de coaching, hein, c'est la première compétence. Vous avez déjà expliqué ça normalement, donc logiquement, il sait ce que c'est que le coaching. Hein. Donc, ce n'est finalement que le recadrer en toute douceur, le remettre sur les rails, parce que parfois, il m'est arrivé d'avoir des mini-bombes comme ça, et puis en recadrant, finalement, la personne amène par elle-même, elle redéfinit sa problématique, hein, elle la reformule et elle l'amène de manière à ce que on soit pas obligé d'aller fouiller, analyser, comprendre, mais qu'on puisse rebondir sur une prise de conscience et quand même quelque chose tourné vers le futur et d'action. Donc ça marche assez bien. Maintenant, vous avez l'autre cas où ça se passe pas forcément comme ça en plein milieu du coaching, mais vous cogitez, vous avez fait votre petite analyse, etc. et vous vous dites oulala, là ça va pas, il faut que je mette un terme. Tiens, le cas là que nous avons pour votre cliente qui arrive demain, Sophia. Donc là, vous allez peut-être en introduction de séance ou au milieu ou à la fin, c'est vous qui voyez quand vous sentez, quand c'est adapté. Tout simplement le rappeler en disant voilà, pareil, même chose. Écoutez, je souhaite vous faire part d'un sentiment. Est-ce que vous m'autorisez à partager un ressenti? Oui, allez-y, ok. Alors écoutez, voilà, vous abordez depuis 3 séances enfin vous avez partagé avec moi cette difficulté à passer à l'action parce que il y a ce comportement, je sais pas, j'invente, hein, d'angoisse permanent qui vous paralyse et puis vous êtes tout d'un coup complètement bloqué dans l'incapacité de passer à un plan de passer à l'action. Moi, ça me fait écho ce que vous me dites. Je me demande comment le coaching va vous aider et probablement j'ai le sentiment qu'un thérapeute serait beaucoup plus adapté. Qu'en pensez-vous de votre point de vue? Comment voyez-vous la chose? Comment vous le percevez? D'accord, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis il va y avoir les tabous qui vont sortir. Ah ben non, moi je vais pas aller voir je vais pas aller voir un psy. Vous expliquez, ben oui, mais vous savez, le psy c'est le spécialiste. Il est adapté sur tout ce qui est comportemental. Il saura nettoyer tout ça. Mais peut-être que ce qu'on peut faire, c'est continuer quand même le coaching en parallèle. Alors il y en a qui vont vous dire oui, pourquoi pas. D'autres, bah écoutez, non, écoutez, repensez-y, hein. Puis on en rediscute. Hein. Et puis il y a des moments, et ça c'est la troisième solution, mais en mode beaucoup plus dur, il y a des moments où il va falloir leur dire, après peut-être ce premier appel et que le client ne réagit pas, il ne veut pas aller voir le psychothérapeute, eh bien si vous sentez qu'au bout de 4, 5, 6 séances, j'en sais rien, vous êtes bloqué, à un moment, il faut mettre un terme au coaching, ça arrive. Hein. C'est compliqué, surtout quand au début on n'a pas forcément beaucoup de clients, quand on ne sait pas faire, quand on se dit mais si je vais y arriver quand même, bah non, on n'y arrive pas. Il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. C'est dans l'intérêt de personne. On n'est plus dans le respect de la déontologie, on n'est plus dans le respect de nos compétences, et donc c'est dans l'intérêt du client, dans les deux, vraiment dans les deux. Hein, dans votre crédibilité aussi, parce que n'oubliez pas que derrière les gens ils partent avec quel sentiment? C'est que finalement vous n'avez rien fait pour eux. Non, c'est pas que vous n'avez rien fait pour eux, c'est qu'ils n'étaient pas chez le bon spécialiste. Donc là, à un moment, peut-être qu'il faut passer à la version. Écoutez, je vous ai déjà parlé une première fois, je vous le fais un peu rapide, hein, mais de cet aspect psychologique. Je sais que ça vous gêne, mais moi aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que telle et telle chose. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui que nous sommes arrivés au bout et dans l'incapacité avec le coaching d'avancer réellement, et que je pense qu'il faut mettre un terme à ce coaching parce que c'est pas dans votre intérêt. Voilà. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est l'extrême, mais ça peut arriver. Hein, et ça m'est déjà arrivé quelques fois, et c'est pas marrant, mais il faut le faire.
Et Fabien nous dit le mot de la fin extraordinaire. Mais bien sûr, Fabien. Alors en fait, être coach, c'est faire le deuil qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais Fabien, je vais vous dire quelque chose de terrible. Je sais que le coaching, c'est un métier de relation d'aide. Mais comment vous dire ça? Évidemment qu'on a envie d'aider les gens, mais c'est bien plus profond que ça. Le métier de coach, c'est un métier. C'est un vrai métier. Euh, c'est un métier qui est un métier qui est aussi une manière de gagner sa vie. C'est-à-dire que c'est un vrai métier. On n'est pas là pour sauver la terre. On est là pour être des professionnels. Et si vous êtes, et je parle pas pour vous, hein, mais si en tant que coach, on est dans une optique d'aider les gens à tout prix, alors là, vous devez faire un travail en profondeur sur vous. Bien sûr que moi, ma démarche, c'est d'aider les gens, mais il faut qu'à un moment, on se rende à l'évidence que d'abord, ceux qui ne veulent pas être aidés, et d'ailleurs, ça c'est un autre appel, vous ne les aiderez pas malgré eux, parce que combien de fois vous allez vous mettre en début en position de sauveur, avec la famille, avec les amis, etc., parce que vous pensez que vous avez des pistes, alors que voilà, et les gens qui ne veulent pas être aidés, vous ne pourrez pas les aider malgré eux, et ceux que vous ne pouvez pas aider parce qu'il y a un problème de compétence et d'expertise, ça ne sert à rien. Donc, oui, c'est un métier d'aide, mais attention, ne faites pas ça pour aider la terre en terre. Surtout pas. Donc, merci Fabien, c'est extrêmement important. Et bien sûr, Ali, notre rôle, c'est pas de suggérer des solutions, c'est d'orienter le client vers les pratiques thérapeutiques, et le coaching en est une, puisque c'est une thérapie brève, ok, dans les pratiques thérapeutiques les plus adaptées pour lui. Voilà. Et c'est ça notre métier, c'est ça la déontologie. Voilà, oui, vous pouvez vous excuser qu'on soit pas en mesure d'aider quelqu'un, c'est ça. Mais écoutez, on n'a pas besoin de se justifier. Encore une fois, si j'ai un grain de beauté à me faire enlever et que je vais chez mon généraliste, il va me dire, bah non, bah écoutez, je vous fais une ordonnance pour aller chez le dermato. C'est juste logique. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Chacun sa spécialité. Voilà, et Ralid, absolument, je vous invite à consulter des spécialistes qui vont pouvoir vous aider, qui ont été formés pour ça. Alors Sophia nous dit c'est super frustrant en fait, car qu'elle aura vraiment besoin d'aide et je ne suis pas certaine qu'elle le vive bien, qu'on arrête le coaching même si elle l'entend. Elle est perdue vraiment. Et alors Sophia, vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'apprendre et je suis contente que vous ayez à la vivre parce que c'est le plus difficile dans notre métier. À un moment ou à un autre, on se met tous dans une position de sauveur et on est là, on se dit mais c'est pas possible, au moins elle parle, c'est pas si mal, etc. Et en fait, c'est ça qui est terrible, Sophia, c'est cette espèce de, comment dire, enfin on a envie de bien faire et en même temps bien faire, c'est pas faire. Et ça, c'est terrible, mais le jour où vous y arrivez, vous avez fait un pas dans votre pratique. Parce que, vous savez quoi, il y a même des gens, parfois, où on peut avoir non-assistance à personne en danger. Hein, parce que moi, j'en ai eu 2-3 qui étaient limite limite suicide. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à les écouter, etc. Alors qu'en fait, ils sont mal accompagnés. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne vous disent pas tout. Donc ok, vous voyez bien qu'il y a de l'émotion qui parle, ça leur fait du bien, etc. Mais ils vous racontent pas tout derrière. Et puis un jour, vous découvrez un truc et vous vous dites, mais attends, mais là, il faut vite qu'il aille chez le psy. Il faut qu'il se fasse aider. Vous voyez, donc ça peut même se retourner un peu contre vous. Et puis je vous dis, c'est frustrant parce que du coup, bah vous vous dites voilà, bah du coup, bah j'ai rien fait. Quand vous n'avez pas de clients au début, Sophia, hein, vous êtes tous des jeunes coachs, vous allez démarrer. Au début, vous prenez tout ce qui passe. Voilà. Donc je sais tout ça, mais votre expérience sera la meilleure. Simplement, évidemment, on vous met en garde contre ça. Hein. Et puis sans compter les gens qui vous disent, mais justement, Sophia, je rebondis aussi sur votre dernière phrase. Elle dit, elle va mal le vivre, qu'on arrête le coaching, etc. Moi, je me rappelle d'une cliente qui m'avait dit, je lui ai dit 10 fois, il faut que vous alliez voir un psy. Elle savait très bien, elle en avait déjà fait 50, enfin j'exagère, mais elle était suivie depuis toute petite, etc. Non, j'irai plus jamais, ça sert à rien, etc. Moi, en tant que jeune coach, la bêtise que j'ai faite, qui m'a appris beaucoup, c'est que je l'ai gardée parce que j'avais l'impression qu'elle avançait. En fait, on a fait je ne sais pas combien de séances de coaching. Au final, elle a jamais réglé son problème parce que ces gens ne régleront jamais leurs problèmes avec vous.
il faut que vous soyez lucide. Alors oui, vous allez leur mettre un petit cachet d'aspirine, un peu de baume sur le bobo, et ça va durer quoi? 2-3 séances, et après ça va se terminer comment? En frustration. Ah bah oui, bah le coach, il m'a servi à rien. C'est pas qu'il a servi à rien, il a servi au petit cachet d'aspirine. Voilà. Mais est-ce qu'on veut juste soulager ou on veut réellement aider? Et là, il faut trouver la bonne personne. Voilà. Hein? Alors, Émilie nous dit, elle est très pratique, Émilie, vous avez raison, est-ce que l'on rembourse le coaché si on arrête? Écoutez, moi en l'occurrence, ça m'est arrivé une fois avec une entreprise, j'ai fait la moitié de mon contrat, et oui, j'avais été payée à 100% parce que moi, je me fais payer mes 10 séances avant, et en tout cas, là, alors j'ai pas remboursé, mais on a rebasculé sur un autre coaché, donc oui, sauf que si vous faites ça, et ça arrive rarement, hein, donc no stress, et surtout, si ça vous arrive en live, parce que ça va vous arriver beaucoup plus souvent en live coaching, évidemment. Même si je lisais, tiens, je sais pas, j'ai lu un article qui disait qu'en entreprise, il y avait 30% des salariés qui avaient des troubles pathologiques. Ça m'a fait un drôle d'effet, mais forcément, donc vous voyez, ça peut vous arriver aussi en entreprise, mais ça vous arrivera beaucoup dans les particuliers. Et là, les particuliers généralement payent pas tellement en avance. Je sais pas comment vous allez faire. Certains payent à la séance, certains préfèrent faire des petits packages de 3, 4, 5 séances. Donc vous voyez, ça va pas être un gros problème. Hein. Mais oui. Isabelle dit, c'est vrai que c'est un peu dur. C'est dur, hein, ce problème. Ça va, Sophia? J'espère que vous êtes plus armée. Mais surtout, alors, je continue, mais là-dessus, du coup, je devance tout le reste, mais tant mieux, parce que c'est un cas qui vous intéresse, je vois. Le problème aussi, c'est que ça va commencer à vous pomper de l'énergie. Et alors là, attention. Comment vous gérez ça? Ça, c'est un indice qu'il y a un problème. Dès lors où vous commencez à repenser au coaching entre les séances, que vous portez le coaching à bout de bras, que ça vous interpelle, que ça vous questionne, vous vous sentez pas bien, ben oui, c'est ce que ça vous a fait, bien sûr. Et ça, ben voilà, c'est bizarre, quoi. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi il faut vous alléger. Attention, il faut vous protéger. Hein, moi, j'avais en coaching une assistante sociale, familiale, pardon. Tous les problèmes, elle les prenait sur elle, elle en dormait plus, elle se culpabilisait, je peux pas les aider, elle voulait sauver la terre. Mais ça, attention là, hein, c'est là où il faut qu'on se protège, nous. C'est quand je vous dis c'est un vrai métier. Vous voyez, c'est ça que j'entends par derrière. Hein, c'est qu'il s'agit pas seulement de vouloir aider et de faire à la place des autres, non. Il s'agit de rester dans sa posture, et c'est en restant dans votre posture que vous allez réellement aider. Alors Christine nous dit quelque chose de très important. Je vais pas arriver à finir mon cours avec toutes vos questions. Christine, c'est hyper important ce que vous dites. Le burn-out, ça rentre dans le psy. Sauf que j'ai un petit bémol, parce que ça, burn-out en entreprise et coaching, c'est une très très belle association, ça marche à mort en ce moment. Mon bémol, c'est le suivant. Dès lors que le burn-out est révélé, alors là, c'est directement une psychothérapie, c'est absolument évident. En revanche, le coaching est très adapté et efficace dans la prévention du burn-out. Vous voyez? Alors là aussi, ça dépend à quel moment c'est pris. Il y a des gens, moi j'ai une collègue coach qui travaille avec nous, avec Stéphanie Pascal, qui est spécialisée là-dedans, et elle fait des séances, un peu de prévention pour des gens qui juste sont un peu stressés, qui dorment pas trop bien, qui commencent à se poser 10 000 questions, mais qui sont pas à la limite du burn-out. Alors là, c'est intéressant. Hein, Christine, j'espère que j'ai répondu. Annie me dit, il me semble qu'il vaut mieux réorienter en mettant les formes que de risquer de se transformer en sauveur en tombant dans le triangle de Cartman, mais bien sûr, et finir par être pris par un bourreau. Mais c'est exactement ce qui se passe après. C'est ce qui peut se passer. Hein, en gros, c'est vous qui n'avez pas su faire. Voilà, moi je vous l'avais bien dit, ce coaching, il me sert à rien. Bah oui. Cela peut en effet parfois se retourner contre le jeune coach. Mais bien sûr, absolument. Alors, Sophia nous dit, alors que j'en ai fait un ce matin qui m'a reboosté. Oui, Sophia, tous les coachings qui vous donnent de l'énergie, c'est que vous êtes en plein dans votre métier de coach. Dès lors que ça vous pompe, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et on verra avec les cas difficiles après.
Mais oui, en plus, bien sûr, Sophie nous dit qu'après on crée de la dépendance, mais c'est exactement ça. Vous créez de la dépendance, vous êtes dans dans la partie sauveur, et puis après vous n'arrivez plus à vous en détacher. Parce qu'après vous avez mis le doigt dans l'engrenage et c'est fichu. Alors, Annie nous dit, je suppose que si le cadre est posé clairement dès le départ, c'est beaucoup plus facile de pouvoir communiquer. Alors, mais absolument, absolument, absolument. Sauf que des fois, malgré nous, on se laisse par pitié, par manque on n'ose pas, voilà, tout pour différentes raisons, ça nous arrive quand même. Mais oui, il faut absolument que vous le clarifier en début, et dès que vous sentez que ça sent le roussi, pardonnez-moi, tout de suite vous recadrez, vous rappelez les limites du coaching, hein, et s'il y a quelque chose en séance qui surgit, moi je me rappelle que j'avais eu une séance ça m'avait fait super peur parce que j'étais en train d'enregistrer pour mon accréditation ICF. Alors si jamais ça vous arrive, ne stressez pas. Et il y en a une qui me pose quelque chose sur sa mère en plein milieu. Je me dis, oulalalala, je vais me faire éjecter parce que là, je suis en plein dans un cas psy. Mais là, il faut couper tout de suite. Il faut couper tout de suite en disant, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vous amenez quelque chose qui éminemment me fait écho pour moi sur une problématique psychothérapie, de psychothérapie. Comme vous le savez, le coaching n'est pas du tout approprié à cette difficulté liée à votre mère. Comment est-ce que pour finir la séance aujourd'hui, on tourne tout ça en mode coaching, parce que là, hein, et donc donc tout de suite, Annie, tout de suite et avant, oui. On anticipe. Allez, c'est super. Merci pour toutes ces questions. Je vois que ça vous intéresse. Alors, la slide que je vous ai mise, je suis navrée qu'elle soit en anglais. Simplement, elle est assez intéressante et c'est quelque chose qui a été fait par ICF, qui explique très très bien. D'ailleurs, d'ailleurs j'ai un petit schéma que je vais vous mettre, ça me fait penser sur la plateforme, qui explique bien la différence, comment je fais, est-ce que je vais chez un psy, chez un coach, chez un conseiller, chez un mentor, etc. Donc je vous le rajouterai sur votre plateforme. Mais en tout cas, le sujet est bien traité et dedans il y a le lien web pour que vous ayez plus d'informations. C'est pour ça que je vous ai mis cette slide, qui malgré tout est en anglais. Allez, alors, voilà. Je crois qu'on a fait le tour du sujet sur cette question. Maintenant, ma question est la suivante. Quels sont les cas difficiles? Alors, on a parlé des parties psychothérapiques, je crois qu'on a bien fait le tour. Maintenant, revenons sur la deuxième catégorie. Vous vous rappelez, on avait les pathologies, puis on avait les cas situationnels. Alors, les cas situationnels, bon, voilà, je vous donne juste l'idée, on parlait des procrastinateurs, les victimes, les gens qui partent dans tous les sens, qui n'arrêtent pas de parler, etc. Bon, concrètement, quels sont les cas qui vous paraissent un peu touchy à gérer, mais qui néanmoins ne sont pas du tout des pathologies? Voilà. À quel moment vous risquez d'être chahuté dans votre pratique de coach? Allez, je vous laisse réfléchir à cette question. On va partager, puis on va voir comment on les traite. Allez, je vous attends pour le partage. Voilà, là, je remonte mon chat. Donc, Florian nous dit qu'ils ne veulent pas comprendre, se cherchent des excuses. Ouais, ça c'est un peu difficile, absolument. Qui sont un peu dans le déni, qui font je comprends pas bien, c'est pas ma faute, absolument. Ouais. Sophie, donc le coaché qui ne voit que le verre à moitié vide. Ouais, c'est ceux qui sont toujours qui sont négatifs. Oui. D'ailleurs, ça, vous savez, c'est tout simplement une on appelle ça des pratiques erronées, parfois en psychologie. C'est tout simplement les petites mauvaises habitudes, et ça c'est facile à recadrer en coaching. Et d'ailleurs, Sophie, puisque vous m'amenez ce sujet, parce que je ne vais pas le développer nécessairement, comment vous le recadrez? Très très simplement, vous faites tout simplement un partage de ressenti.
Hein. Donc, vous connaissez maintenant l'histoire. C'est, écoutez, est-ce que je peux partager avec vous un ressenti? Bah oui, bien sûr. Ok. Mais vous savez, à plusieurs reprises, là, dans ce cas, vous m'avez dit que, là, vous m'avez dit que. J'ai le sentiment que vous avez plutôt l'habitude de voir d'abord ce qui va pas plutôt que ce qui va en premier. Est-ce que je me trompe? Bah non, je vois toujours le négatif plutôt que le positif. Ok. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Bah oui. Peut-être que à partir de maintenant, si vous êtes d'accord, challengez-vous pour travailler sur le positif. Vous pouvez leur donner des petits exercices, par exemple, hein, ou développer un petit peu ce sujet. Voilà, Sophie. Hein, ça, c'est pas bien compliqué. Mais oui. Chantal nous dit, quand quelqu'un a des difficultés à se concentrer, c'est toujours du coq à l'âne. Ouais, ceux-là, ils sont difficiles. C'est ceux qui partent dans tous les sens. Ils partent sur un sujet, puis ils vous en amènent un autre. Vous comprenez rien. Ils vous baladent. En fait, hein, vous avez l'impression qu'ils vous promènent. Ça, c'est des cas majeurs, donc on voit après comment les traiter. Virginie nous dit la victime, car il faut surtout que je me positionne pas en sauveuse. D'accord, ben voilà, c'est le challenge. Ouais, tout à fait. Et on verra justement tout ce qui fait écho aussi à nous, hein, qui résonne. Alors les manipulateurs sont difficiles à coacher. Karine, vous avez raison. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais je sais qu'on en parlait avec Stéphanie, qu'on a eu quelques-uns. Ça, c'est compliqué, oui. C'est assez compliqué à coacher. On voit après ce cas. Jean-Jacques nous dit indication d'une problématique avec des causes essentiellement externes. Alors, attendez Jean-Jacques, je voudrais être sûre de comprendre, mais en fait, quand vous allez avoir ça, soit c'est qu'ils se déresponsabilisent, mais je suis pas sûre que ce soit votre propos. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, il y a des causes externes. Comment vous agissez sur cette situation imparfaite pour réinverser la tendance et parvenir à votre objectif. Hein, parce que il y a toujours des causes externes. Par exemple, j'ai en management quelqu'un qui veut se faire accompagner pour du management d'équipe et il a un collaborateur extrêmement difficile. Clairement, c'est pas de sa faute, hein, il a vraiment quelqu'un de difficile. Mais la question, elle n'est pas de savoir où vient la faute, c'est comment je m'adapte à mon environnement en ajustant mon comportement pour influencer les choses au moins dans la direction que je souhaite. J'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, oui, Magali, ceux qui sont un peu arrogants, qui croient tout savoir, oui, ouais, ils sont pas toujours méchants, mais s'il y a des arrogants, c'est terrible. Hein, terrible. Là, ça veut dire d'ailleurs, vous me faites penser Magali que là probablement il y a une question aussi de lien. Ça veut dire que la création de l'intimité et du lien de confiance, elle est challengée quand même. Ouais. Tout à fait. Sophie nous dit lui faire reformuler l'inverse positif. Oui, Sophie, vous êtes sur les personnes qui sont négatives. Oui, pourquoi pas. Hein. Essayez toutes les techniques, mais une chose est sûre, c'est en faire prendre conscience et ensuite mettre ça dans son plan d'action pour que la personne, elle change son schéma mental. Bon, ça va être efficace. Hein. Et puis après, derrière, vous allez chercher dans les croyances. Hein, qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne comme ça, qu'elle a appris à fonctionner comme ça, en quoi ça lui est utile, est-ce que c'est une manière de se prémunir, etc., etc. Bon, je ne vais pas développer ce sujet-là. Sophie nous dit, qui dit très souvent, oui, je sais, mais je ne rentre jamais dans l'atteinte des objectifs. Oui, alors, là, Sophie, vous me faites penser, c'est ceux qui passent jamais, attendez, qui dit très souvent oui je sais mais ne rentrent jamais dans l'atteinte d'objectifs. C'est un peu ceux qui font du surplace, hein, qui sont pas vraiment tournés sur les résultats. Ils savent toujours, tout va bien. Je pense que c'est un peu votre idée Sophie, hein, mais je suis pas tout à fait sûre. Mais qui finalement, concrètement rien se passe. Khalid qui questionne vos compétences, comment être sûr que vous allez pouvoir m'aider. Bon, d'accord. Mais ça fait partie de la vie. Ça peut arriver si vous inspirez pas confiance. Et vous savez que ça se sent, ça se voit, c'est tout ce qu'on exprime dans le non-verbal. Et éventuellement, il faut pas se laisser démoraliser, déstabiliser. Avec ça, il a le droit de douter, mais très rapidement, vous allez laisser transparaître ce professionnalisme ou pas par votre comportement. Karine nous dit celui qui attend tout d'un coach, mais bien sûr, qui est dans la dépendance. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi vos conseils? Vous en pensez quoi, etc.
clairement. Ceux qui remettent tout en question au fur et à mesure qu'on essaie de les faire avancer, oui, oui, et puis qui concrètement n'avancent jamais. Alors, oui, Chantal, ceux qui sont toujours dans leur pensée et n'écoutent pas ce qu'on leur dit, où c'est difficile de les couper, ils sont dans leur monologue interne, c'est des moulins à paroles, difficile de les tenir sur l'objectif, c'est ça part dans tous les sens, et vous avez l'impression de perdre du temps. Au passage, j'aime bien votre remarque parce que ce qui est intéressant, c'est pas tant que vous ayez l'impression d'avancer. Ce qui est important, c'est que le client il ait l'impression d'avancer. Vous voyez, hein, ça c'est important. Hein. Faites attention à ça, hein, parce que derrière il y a des coachs, et c'est votre personnalité, qui sont tournés résultats, qui sont peut-être quand des drivers fait vite, et bon là on projette, ou alors qui sont dans une situation de sauveur et on projette finalement un résultat sur le client, et nous on se dit bon il avance pas, et puis si on interroge son client, lui il est super content et il a l'impression d'avancer super bien. Hein. Donc faites très attention avec eux. Hein. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Chantal. Ça me fait penser à ça. Voilà. Moi, je suis en train de dépasser mon timing. Hein. Bon, je vais arrêter parce que vous êtes tellement, tellement intéressant, qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais simplement le résumer parce que je veux qu'on apporte quelques réponses. Je crois qu'on a assez bien fait le tour. Du coup, moi, je vais résumer très rapidement. Hein, et on va surtout voir comment on fait. Tous ceux qui évitent, les manipulateurs qui instrumentalisent la relation, la victime, vous me l'avez dit. Bon, le rebelle qui parfois vous challenge. Il y en a qui sont difficiles aussi, c'est les procrastinateurs, ceux qui font pas face, qui reportent tout à demain, l'éparpillé, les difficiles à canaliser. Alors, je passe cette partie, j'apporte les réponses après aux cas difficiles. No worries, je continue juste un peu, je vais revenir là-dessus après. Et on va rentrer dans des pistes de solutions concrètes, mais je vois que l'heure tourne. Et je voudrais juste vous faire un apport là-dessus. Ensuite, on reprend tous les cas et on développe. Je vais vous faire un petit apport sur ce premier aspect. Le premier aspect, c'est que dès que vous sentez que ça ne va pas, et là, je vais pas vous poser la question. Je vais y répondre immédiatement. Mais en fait, vous allez sentir qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordre de l'émotion. Dès lors que vous vous sentez responsable, que vous êtes préoccupé entre deux séances par le client, que vous y repensez, que vous-même, vous avez une sorte de pression pour régler le problème du client, que quand le client arrive, vous vous sentez pas bien, vous êtes stressé, qu'à la fin du coaching, vous êtes mort, vous êtes épuisé, quand vous éventuellement, vous n'avez pas trop envie de le voir, et je plaisante, mais franchement, ça m'est arrivé. Hein. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand pendant le coaching, voilà, vous n'avez pas un plaisir extraordinaire, ou alors tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression que que c'est une montagne à gravir là, et puis que vous n'allez pas y arriver, que le client est trop dépendant, qu'il a un comportement bizarre. Là, ça doit vous alerter. Vous devez à ce moment-là faire une seule chose. La première, c'est vous poser et aller vous faire superviser, interviser. C'est quoi la différence? La supervision, c'est avec un coach senior qui est payant, hein, pour dire les choses simplement. Et interviser, c'est avec un collègue coach. Il faut toujours que vous en ayez sous la main. Vous avez vos binômes. Je ne sais pas si vous resterez en relation, mais je vous invite 10 000 fois à garder le contact, pour ceux en tout cas qui en feront leur métier. Il faut que régulièrement, vous débriefiez sur vos pratiques. C'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, il y a certains contrats que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas supervisé, mais ça c'est un autre débat quand vous aurez réellement commencé à travailler. Moi, je travaille avec certains prestataires, si tu n'es pas supervisé, ils ne te donnent pas de travail. C'est absolument important. Alors là, vous appelez SOS copine ou copain et vous lui dites « je me sens pas bien ». Vous en parlez. Et il faut que vous en soyez conscient et que vous réfléchissiez à vos limites. Pourquoi? Eh bien, voyons cette méthode des 5 R, vous allez voir, qui est très simple, très basique. Le premier R, c'est la résonance. Et donc, c'est la suite de ce que je suis en train de vous dire. Comment ce qui se passe résonne en vous? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qui est touché? C'est-à-dire que parfois, peut-être que ce qui est touché, c'est votre petit problème perso avec l'envie de sauver la terre entière.
Et là, vous devez en discuter, vous devez voir comment vous allez faire, comment vous allez mettre un terme, pas mettre un terme, en tout cas comment vous allez l'exprimer avec votre client, etc., etc. Peut-être que ça va parfois venir toucher vos croyances, peut-être que ça va toucher vos valeurs, vos propres peurs. Moi, je vous donne un cas, une dame qui a horreur de parler, une amie coach qui a horreur de prendre la parole en public, qui est assez introvertie et très mal à l'aise sur ce sujet. Quand elle a quelqu'un qui vient qui vient travailler avec elle pour de la prise de parole en public et puis pour développer un peu sa confiance en soi, etc. Bah, ça fait beaucoup trop écho chez elle. Elle peut pas coacher ça. Elle me dit je suis pas bien, je me sens pas légitime, etc., etc. Donc le premier R, c'est la résonance. Apprenez à vous connaître et surtout apprenez à dire non, à dire stop. Connaissez vos limites. Sachez là où il faut pas aller. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre des problèmes conjugaux. J'ai pas envie de coacher avec ça. Je me sens pas bien. Je vois pas ma valeur ajoutée. J'ai rien à apporter. Faites pas. Ne les prenez pas. Vous n'êtes pas à l'aise dans certains domaines, n'y allez pas. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un écho derrière chez vous. Hein? Donc vous allez aller le comprendre si nécessaire, mais en tout cas, écoutez-vous, écoutez cette résonance. Ok, et bien sûr challenger vos drivers, votre envie de bien faire, votre souci de performance, votre besoin de sauver la terre, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose sur la partie résonance. Le deuxième R, c'est la réflexion. Hein. La première question quand vous sentez que ça va pas bien et que vous avez fait SOS, mon coach binôme préféré, vous lui dites, en tout cas vous vous posez les questions avec votre binôme ou votre superviseur. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? D'où vient-il? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Je suis mal à l'aise parce qu'à chaque fois il botte en touche. Ça fait 4 séances qu'il me balade. J'ai toujours pas compris l'objectif. Il part dans tous les sens, voilà. Ou est-ce que c'était une séance? Et dès lors qu'il y a quelque chose de très irritant sur une séance, ne gardez pas sur vous. Ne gardez pas pour vous. Allez tout de suite travailler. Hein. Ce principe d'intervision est extrêmement efficace, extrêmement efficace. Après tout, c'est pas vrai, ce ne sont pas les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, ça va pas, vous appelez quelqu'un, prenez ce réflexe pour le partager, pour le faire gagnant-gagnant. La personne, elle fera la même chose avec vous. Dès que ça va pas dans ses coachings, elle vous appellera. Voilà, et donc est-ce récurrent dans le sens aussi où est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis des années ou est-ce que c'est juste lié à la relation de coaching? Et pour aller plus loin, c'est aussi vous poser la question, est-ce que finalement ce qu'il est en train de sortir dans le coaching qui me gêne, est-ce que c'est lié à la problématique du genre? À chaque fois la personne vient, elle fait pas son plan d'action, elle met jamais en œuvre ses actions. Est-ce qu'il est venu pour de la procrastination? Ah bah, si c'est ça, ok, on est en plein dans l'objectif de coaching. Si en revanche c'est un autre problème, réfléchissez là-dessus pour voir comment vous allez l'adresser. Est-ce que le comportement est inconscient de la part de la personne? Est-il volontaire? C'est le genre de question. Et puis surtout, quel est l'impact sur vous? Hein? Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Et puis quel est l'impact sur la relation de coaching? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Est-ce que ça va bloquer? Ça vous empêche d'avancer? Voilà. Hein? Voilà. Alors, sur le troisième R, qui est donc la rétroaction, là, l'idée, c'est d'utiliser ce petit moyen mémotechnique de SCI, où tout simplement, vous allez décrire à la personne ce qui se passe et vous allez lui donner du feedback. Ok, donc tout d'abord, je commence par, voilà ce qui est en train de se passer, je suis sur les faits. Ok, je décris avec mon client ce que je perçois, hein, donc dans du factuel. Ensuite, je vais du coup mettre en lumière le comportement que la cliente ou le client a mis en œuvre, toujours de manière très objective et factuelle. Et puis bien sûr l'impact que ça a sur lui, sur la situation, peut-être sur vous, sur la relation, et puis sur l'atteinte des résultats. D'accord? Alors je vous fais ça en... Bon, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner quelque chose du style, je décris la situation, le comportement et l'impact, ça pourrait être, en début de séance, vous me disiez que X, et puis maintenant,
bah vous êtes en train de me dire Y, genre la personne qui dit tout et son contraire, ça arrive parfois. Par ailleurs, je vous ai posé 3 questions, elles sont restées en suspens, sans réponse. Vous voyez, vous décrivez la situation, vous commencez à amorcer le comportement. Là, j'ai le sentiment que il y a des avis contradictoires et qu'en effet, vous ne répondez pas à mes questions. Du coup, ça m'interroge sur la profondeur de nos échanges. Là, on est en train de faire l'impact sur la relation, par exemple. Mais ça m'interroge aussi sur la puissance de ce coaching. Je me demande, par exemple, comment vous allez avancer si on contourne des questions. D'accord? Voilà comment on a une communication directe. Hein. Et puis à la suite de cette rétroaction, bah, forcément vous vous doutez bien qu'il y a la partie recadrage qui est en fait la fin de l'impact. Hein. C'est laisser du temps au client pour le responsabiliser et lui demander son avis. Bah du coup, voilà ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai l'impression que sur votre coaching, vous avez du mal à avancer et puis voilà que tous ces évitements ne sont pas aidants pour vous. Qu'en pensez-vous? Comment vous voyez la chose? Rappelez-vous, on est d'égal à égal. Hein, donc vous avez le droit de vous tromper, de pas voir comme lui, mais dites-le. Hein, c'est pas grave, d'accord? S'il n'est pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Vous êtes là en toute bienveillance encore une fois, et donc lui, il va vous donner son avis. Rappelez-vous que c'est à lui de se responsabiliser. Il y a un problème, c'est à lui de trouver une solution, et sûrement pas à vous. Et du coup, ça va vous amener à la dernière, au 5e R, qui est la résolution. Hein, c'est de lui dire, concrètement, vous pensez telle et telle chose. Comment on pourrait procéder pour que moi, je n'ai plus ce sentiment d'un côté, puis que vous, d'un autre côté, si jamais ils ne partagent pas le même point de vue, hein, que cela vous convienne. Comment voulez-vous qu'on procède? Hein, qu'est-ce qu'on met en place? Quelle stratégie on définit? Quelle méthode? Comment on va travailler? Ça, vous devez le définir avec le client et puis vous devez aller un cran plus loin en lui disant, voilà, mais si jamais ça se reproduit, comment souhaitez-vous que j'adresse la problématique? Une sorte de contrat moral. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, j'avais un client qui parlait, il me laissait pas en placer une. Donc bon, moi, ma méthode, après, vous le faites avec votre style à vous, mais en plus, c'était quelqu'un de charmant, enfin que j'aimais beaucoup, il me fatiguait hein, quand même, mais je lui ai dit en mode rigolo, quoi. Hein, je l'ai coupé, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi 2 petites secondes, est-ce que je peux vous partager quelque chose? Oui, alors déjà pour le couper, bon, c'est pas simple, enfin, t'arrives à le couper. Et puis je lui dis en rigolant, mais pourquoi vous parlez autant et vous me laissez jamais rien dire en rigolant? Alors on se connaît, on a créé le lien, vous voyez bien comment vous l'amenez. Vous allez peut-être pas faire ça la première séance. Et en tout cas, on en a parlé en rigolant et je lui dis bon et maintenant, comment je fais la prochaine fois que vous continuez? Et on a trouvé une méthode. Il me dit vous faites le bruit d'une cloche. Et donc voilà, on avait instauré ce truc-là. Mais et vous voyez, c'était important parce que derrière, pourquoi il faut absolument l'adresser? Déjà parce que c'est infernal pour vous, infernal pour la finalité de votre coaching, mais surtout, pourquoi? Parce que derrière, il y a quelque chose qui est un reflet. Derrière, il y avait du reflet systémique. Il y a quelque chose. Il faisait pareil dans son travail. Hein, et donc vous voyez pourquoi c'est puissant, pourquoi c'est intéressant, parce que derrière on va le lier à ses objectifs de coaching. Et là en l'occurrence il y avait un lien, en tout cas il l'a trouvé, il l'a amené, etc. Hein, donc c'est absolument important que vous procédiez de la sorte. Voilà. Allez, ces 5 R, c'est assez simple. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps parce que j'ai envie qu'on étudie vous voyez, il nous reste 20 belles minutes, 25 minutes. J'ai envie qu'on rentre un peu dans le vif du sujet sur comment je fais concrètement quand. Hein, donc, ça va revenir au cas difficile qu'on avait évoqué tout à l'heure. Hein, et puis, on va discuter ensemble pour voir comment on fait. Alors, je prends le premier. Faites-moi juste un petit OK si vous êtes OK jusque-là, si je vous ai pas perdu, parce que j'ai mis un peu le turbo. Vous êtes OK avec moi? Ouais, ça va, Jean-Jacques, merci Ralid. Allez, c'est bien. Maintenant, j'essaie d'apporter des réponses. J'espère que vous allez partir avec le plus de réponses possible. Alors, concrètement, comment fait-on quand nous avons
un client qui parle beaucoup et se perd dans les détails. Alors, allez, vous me faites 2-3 idées, on voit un peu. Vous savez, le moulin à parole qui part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, donnez-moi votre avis. Une personne qui parle beaucoup, beaucoup. Alors, Jean-Jacques nous dit, je reformule avec synthèse. Oui, ça peut marcher pour les moins bavards. On continue avec Karine. Oups là, pardon, Karine. Karine s'est reconnue, d'accord. Sophie nous dit, on lui redemande ce qui est fondamental et ce qui est essentiel. Oui, 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 très bonne technique. C'est ça. Quand vous voyez que ça part dans tous les sens, vous le recadrez. D'ailleurs, dans ce groupe-là, quelqu'un l'avait très bien fait sur les jeux de rôle, en disant, bah, alors vous me parlez de ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on traite en priorité? Excellent. Chantal nous dit, on suit la pelote et on ne lâche pas le fil. Non, vous accrochez. Non, alors vous accrochez jusqu'à une certaine limite. Alors non, on tente de l'interrompre et on reformule. Alors, vous tentez de l'interrompre, Chantal, je vous donne une petite astuce. D'abord, vous savez, quand il commence à respirer, vous connaissez le truc. Là, vous placez vous glissez tout en délicatesse, finesse et douceur pour pouvoir prendre la parole, pour ne pas dire la voler, mais sans quoi des petites choses pour les bavards chroniques. Hein. Par exemple, en début de séance, vous pouvez faire un petit rappel, ou même en milieu de séance, pourquoi pas. Moi, quand je les voyais venir et que j'avais la patience sur la première séance, je me disais, j'aurais jamais la patience sur la deuxième. Donc, il faut faire quelque chose. Donc là, c'est peut-être rappeler avec élégance en leur disant, vous savez, je voudrais juste vous rappeler quelque chose, c'est que voilà le coaching, pour que nous ayons ensemble une séance puissante, ça ne nécessite pas de rentrer dans beaucoup de détails et peut-être que parfois moins développer les choses sera tout aussi utile pour moi et en tout cas pas suffisant pardon pour moi et sera plus utile pour vous parce que vous pourrez davantage vous concentrer sur justement une forme d'intériorité, prendre le temps de la réflexion et parler moins est peut-être intéressant. Est-ce que ça vous va si on fixe cette règle? Vous leur dites pas forcément, je vous ai repéré, vous avez parlé beaucoup trop la semaine d'avant, mais pourquoi pas? Ça peut se faire. Vous pouvez aussi faire ça en cours de séance, hein, en interrompant et en posant la question toute simple en disant permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi autant de débit de parole? Est-ce que à quoi cela? Je suis curieux de comprendre en quoi cela vous sert de parler autant. Et ma question, attention, c'est pas une blague, hein. C'est en toute bienveillance. Et c'est vrai que vous êtes curieux de comprendre pourquoi il parle autant, pourquoi il faut comprendre. Eh bien, parce que s'il le fait, c'est que ça lui est utile. Rappelez-vous qu'en psychologie, tous les comportements les plus bizarres et même parfois incohérents, voire nuisibles pour soi, ce qui n'est pas le cas là dans la prise de parole, mais ont une bonne raison d'être, vous le savez très bien. On n'a pas ces comportements pour... il y a une raison derrière, hein, il y a quelque chose de non seulement tout à fait justifié et pertinent du point de vue de la personne. Donc finalement, à quoi ça lui sert de parler autant? Est-ce que ça lui permet d'exprimer? Est-ce qu'il croit vous aider? Parce que moi, une fois, on m'a dit, ah bon, mais moi, je croyais que vous aviez besoin de tous les détails. Non, non, surtout pas. Surtout pas. D'accord, vous voyez? Donc ça peut ça peut balayer un malentendu. Ça peut l'aider à prendre conscience qu'il fuit une prise de conscience aussi, que il aime bien se raconter ses petits monologues internes et que finalement il tourne en boucle toute la journée ces monologues sans en sortir. Excellent reflet systémique, c'est absolument passionnant de lui en parler. Et en toute bienveillance, vous lui posez cette question. Alors, je continue. Alors Annie nous dit on le ressent systématiquement sur l'objectif. Oui, oui, oui. Hein, donc c'est les petits recadrages, les petites reformulations. Et puis voilà, petit à petit, vous ramenez sur l'objectif. Hein, absolument. Surtout quand ça part dans tous les sens. C'est quel lien faites-vous avec votre objectif?
Il y en a, vous les voyez qui partent dans tous les sens, mais attention parce que en plus c'est ça qui est passionnant. Des fois vous avez là, alors ça c'est un peu plutôt le cas d'après, les gens qui s'éparpillent, mais vous vous dites mais là ils me promènent, ça n'a rien à voir avec l'objectif. Et en fait, plein de fois, moi je me suis rendu compte que ça avait un rapport avec l'objectif. Simplement, c'est leur manière d'exprimer, et vous avez perdu le fil. Et leur poser la question, quel est le lien que vous faites avec ce que vous me dites et votre objectif, les ramène, les recadre, les recentre, et souvent ils vous amènent quelque chose d'intéressant. Pas toujours. Parfois ils vous disent, les gros bavards, ils vous disent ah oui, oups, je suis peut-être un peu bavard là, je me suis peut-être un peu éparpillé. Donc ça vous le verrez. Aurélie nous dit l'interrompre gentiment et lui demander par exemple quel lien fait-il entre la problème. Ah parfait, vous avez devancé, c'est exactement ça. Sophie nous dit redéfinir l'objectif. Alors, pas nécessairement son objectif à lui, pas nécessairement son objectif de coaching. Magali, possibilité de l'interrompre, cité dans le contrat pour prévenir ça. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous le dites en avant. Et Sophie nous dit, c'est ce que vous ne savez pas faire, et ben, il va vite falloir que vous appreniez, parce que moi j'ai eu des moments de solitude terribles. Donc à un moment, trouvez votre solution, mais il faut les interrompre dans leur intérêt. Ok Chantal, c'est bien. Ralid, demandez la permission d'interrompre. Absolument Ralid, très bien, vous le faites comme ça, et d'expliquer que vous aimeriez pour que ce soit plus puissant, ensemble couvrir un maximum de choses. Oui, c'est pas tant couvrir un maximum de choses, mais c'est peut-être recentrer sur ce qui pour lui est essentiel. Alors vous voyez comment et de quelle manière il s'est perdu. Oui, lui expliquer l'impact en fait, finalement sur son coaching. C'est que toutes ces paroles, à quoi servent-elles et en quoi ça va lui permettre d'avancer concrètement. Et puis, est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est une tendance générale. Voilà, très intéressant. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a comme cas? Évidemment, je suis jamais dans l'ordre parce que je vous donne un peu tout dans le désordre. Pour le client qui s'éparpille et part dans tous les sens. Donc là, on a apporté quelques éléments de réponse avec quel lien faites-vous avec votre coaching. Là, concrètement, en effet, il faut recadrer. C'est un petit peu le même cas que celui du dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut l'évoquer. Il faut le partager, utiliser la fameuse technique de situation, comportement et des conséquences pour le coaching. Ça marche très bien. Là, vous parlez de ça, puis vous parlez de ça, etc. Du coup, en termes de comportement, j'ai le sentiment parfois qu'il y a une masse d'informations, parfois complémentaires, parfois contradictoires, et je me demande impact. Je suis sur le I là de SCI, vous me suivez, j'espère. Et du coup, en termes d'impact, je suis en train de me demander comment ça vient supporter votre objectif de coaching. Vous en pensez quoi? Ces différentes directions mises sur table en parallèle et en même temps. Comment ça va vous servir pour avancer? Est-ce que ça vous empêche pas quelque part? Voilà, on en parle. Et qu'est-ce que vous proposez? Comment on va faire? Concrètement, comment on fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose que vous faites constamment? Est-ce que c'est quelque chose qui est justement dans les objectifs de coaching? Parlez-en. Alors, ensuite, on a les personnes qui ont tendance à se contredire et qui évitent de répondre. Qui ne se livrent pas, qui bottent en touche, qui noient le poisson, qui font tout pour éviter le sujet. Comment vous faites? Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, les réponses arrivent. Voilà. Jean-Jacques nous dit, on fait des questions courtes et directes. Oui, dans tous les cas, c'est de toute façon notre règle. Donc oui, on prend. Chantal nous dit, je reviens toujours à l'objectif du début de séance. Absolument. Vous recadrez toujours l'objectif. Oui, ça ok. Alors pour Karine, on dit on reformule. Oui, mais allez plus loin, parce que tout ça va pas suffire pour tous les gens qui cachent quelque chose, vous voyez, qui veulent pas
Ils veulent pas répondre. Et il y a quelque chose derrière, vous sentez qu'ils vous disent pas tout. Voilà. Alors, Annie nous dit on le confronte avec subtilité. Mais Annie, c'est nos solutions en tant que coach. C'est-à-dire que oui, il va falloir le confronter, mais toujours avec bienveillance. Et je dirais plutôt confronter parce que je sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Enfin, concrètement, comment vous penseriez le faire. Mais c'est déjà partagé. Hein. Rappelez-vous de la technique du CSI, ça c'est tout à fait, pardon, SCI, c'est tout à fait utile et facile. Alors Cécile nous dit questionner plus précisément. Oui. Alors peut-être Cécile, je rajouterai pas lâcher les questions. Il veut pas répondre. Eh ben oui, vous le dites plus précisément, plus finement, par un autre biais. Essayez, hein, vous pouvez tenter. Magali dit rappeler l'objectif. Cécile demandait des précisions. Oui, mais c'est précisément le cas où le client ne veut pas répondre. Hein. Il noie un peu le poisson, il évite le sujet. Oui, Aurélie nous dit poser la même question de façon différente. Alors Corinne nous dit, on lui dit notre ressenti, mais Corinne, c'est ça. Hein. Il faut. Poser plusieurs fois la même question et doucement de la prise de conscience de la situation. Oui, Ralid, absolument. Alors, exposer le problème pour comprendre, ça va être quelque chose de super intéressant. À votre niveau, c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie de répondre, qu'il noie le poisson, qu'il contourne le sujet. Est-ce que c'est un problème d'objectif? Est-ce que il n'a pas eu le déclic? Vous vous rappelez dans nos étapes de coaching, l'étape numéro 3, est-ce que tout simplement il n'a pas eu ce déclic? Est-ce que ce coaching a un sens? Est-ce qu'il a mesuré l'enjeu? Et donc, il va falloir que vous verrouillez son niveau de motivation. D'abord. Hein. Est-ce que l'objectif l'intéresse vraiment? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Et là, allez fouiller aussi. Vous savez, au niveau on en a déjà parlé ensemble de cette histoire d'iceberg. Est-ce qu'on n'est pas un peu à la surface? Est-ce qu'on s'est pas un peu trompé de cible? Est-ce qu'on n'est pas un peu parti sur un faux problème? Et moi, je pense j'en ai un comme ça, et vraiment pendant 3-4 séances, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Il botte en touche, il avance pas. Tout va toujours bien. Finalement, ouais, ça y est, ça, j'ai atteint mon objectif. Ça y est, oui, oh, bah, c'est bon, là, j'ai un problème de délégation, mais c'est bon. En une séance, il a réglé le truc. Bon. Voyez, c'est quoi le problème? Il est pas motivé, j'ai mal cerné l'objectif, derrière il y a quelque chose. Alors, il y a aussi des gens tout simplement qui ont du mal à se confier. Hein. Donc ça, aussi, c'est ça la création du lien. Là aussi, je lui disais, à un moment, j'ai été très très directe et je lui ai dit, est-ce que c'est difficile pour vous ces séances de coaching? Comment est-ce que vous les vivez? Je sais plus comment j'ai tourné ça, mais vous y allez avec délicatesse, parce que j'ai le sentiment que parfois c'est pas facile toutes ces questions. Est-ce que je vous embête? Enfin, en rigolant, hein, en mode humour. Ça, comment vous le vivez en fin de coaching? Vous voyez, vous faites un petit apport comme ça, comment vous vous sentez pendant les séances? Alors il finit par lâcher, bah oui, j'aime pas tellement moi parler de moi, j'aime pas trop me livrer. Oh, bah je comprends, et vraiment vous avez fait un super boulot, bravo. Comment on pourrait faire pour que vous vous sentiez plus à l'aise? Vous voyez, vous commencez un peu à crever l'abcès. Avec lui en l'occurrence, ça suffit parce que le lien après, vous renforcez l'intimité et le lien. Qui est une compétence. Il y en a d'autres, ça va pas suffire parce que il va sortir que c'est pas ça le fond du problème, que ce coaching il est subi, que derrière le problème du coaching on n'est pas sur le bon objectif parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important qui le préoccupe. Donc voilà, pointer la contradiction et identifier ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement aussi de la personne? À ce moment-là, faites un reflet systémique. Voyez comment vous pouvez peut-être l'intégrer dans le coaching, parce que finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui cache ses émotions, qui dit jamais rien? Et faites le lien avec l'objectif de coaching. S'il vient vous voir parce qu'il a des problèmes relationnels, alors là, c'est très intéressant d'en parler. Vous voyez? Donc, il faut l'aborder. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que de l'aborder. Je vous rappelle que là, on est dans la compétence 3, dans votre capacité à créer un lien de confiance et d'intimité, et en même temps dans votre capacité à responsabiliser le client sur ce qui se passe. Ok. Un client qui progresse pas, qu'est-ce qu'on fait?
Alors Sophie, attendez, je pense qu'on est encore sur la question d'avant, mais c'est bien en boucle. Et du coup, sur ce cas, selon ce qui en sort, on doit arrêter si parce que ce coaching est subi, si des clics non réalisés, car finalement, ouais. Alors, ok. Sophie, c'est une bonne question. Il se peut. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir à arrêter en fait. Je me suis non. Alors ça pourrait quelqu'un qui subit complètement son coaching. Mais voyez, une fois, ça m'est arrivé. Je me suis dit, lui, il a pas bien compris l'intérêt de ses coachings. C'est des petits coachings tout courts, c'est 3 séances. Et là, votre atout, c'est votre capacité à créer du lien, à lui dire, écoutez, je comprends que finalement vous n'ayez rien à me dire parce qu'en gros là c'est, vous voyez, c'est des séances très courtes, donc on a 3 séances et en gros il n'y a pas de fixation d'objectif forcément sur les 3 séances. C'est à chaque séance on lui dit aujourd'hui sur quoi voulez-vous travailler, quel est l'objectif de séance que vous vous fixez. Et il y en a qui arrivent, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient là. Hein. Donc bien sûr on a expliqué avant, hein, ça n'arrive pas comme ça. Ils ont été briefés, ils ont bien compris. Bon, mais en tout cas là l'idée c'est de leur dire écoutez, je comprends que a priori il m'a fait comprendre qu'il était débordé et qu'il avait bien mieux à faire que perdre 1 heure avec moi. Et là c'est lui dire écoutez, je comprends. En même temps l'entreprise vous a choisi pour investir sur vous, hein, en gros, vous lui dites avec les mots que vous voulez, mais donc ça veut dire qu'il croit en vous, que derrière il y a un potentiel. Donc en fait, c'est l'opportunité ou jamais de travailler sur vous. Vous avez 1 heure. Vous êtes beaucoup plus important que tout ce qui se passe au bureau parce que là c'est 1 heure pour vous. Et la chose la plus importante, c'est à laquelle vous devez donner de la priorité, c'est vous. Alors cette heure-là, à vous d'en faire quelque chose de puissant. Prenez l'opportunité pour travailler en profondeur sur quelque chose qui va vraiment vous être utile. Il y a forcément quelque chose au travail que vous aimeriez parvenir à faire avec beaucoup plus d'aisance ou plus de résultats, plus de facilité, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Et ça marche aussi assez bien. Ça peut marcher assez bien et puis débloquer la situation. Voilà. Hein, bon, j'espère que j'ai répondu un peu à la question, Sophie. Alors, et oui, Ralid nous dit, posez la question, qu'attendez-vous de cette séance de coaching? Je pense que là, on est parti sur ma problématique, donc ne progresse pas. Hein, je rappelle le contexte pour pas que tout le monde se perde. En effet, Ralid nous propose comment pourrait-on avancer? Oui, alors il va falloir adresser avant Ralid le fait que les progrès sont de votre point de vue, alors voilà, Sophie y arrive, insuffisant, mais je vous ai mis en garde tout à l'heure, votre point de vue finalement importe moins que celui du client. Donc Sophie nous propose de faire un bilan sur les séances passées et les résultats, les mises en place, puis rediscuter sur les envies objectifs. Oui, alors vous pouvez également faire un bilan, d'ailleurs il faut le faire systématiquement quand vous avez des parcours longs. Par exemple, bon, moi je vends plutôt des packages de 10 séances, mais vous voyez, c'est pas toujours la règle, hein. Il y en a qui font des choses très courtes, mais sur des packages un peu longs, vous pouvez au bout de 2-3 séances faire un petit bilan en disant alors j'aimerais bien qu'avant qu'on commence on discute un petit peu de l'avancée de votre coaching, comment vous vous sentez, comment avez-vous le sentiment d'avoir progressé par rapport à votre objectif de coaching sur une échelle de 0 à 10, quels sont les progrès que vous aviez faits quand vous avez commencé, vous souhaitiez développer votre capacité à être plus assertive, j'invente, à ce moment-là au début de coaching vous étiez à combien sur une échelle de 0 à 10? Ah j'étais à 2. Ah, très bien. Et aujourd'hui, vous êtes à combien? Je suis à 2. Ah, d'accord. Ok. Et donc là, vous prenez la température de la perception de votre client. D'accord. Si de votre côté il y a vraiment 0 progrès, hein, alors il faut l'adresser là encore. Qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce que alors là il peut y avoir différentes choses, mais d'abord je lis un peu vos commentaires. Est-ce que j'en ai? Non, j'ai pas d'autres idées. Alors pendant que ça vient, je vous donne quelques autres idées pour travailler sur les gens qui ne progressent pas. C'est peut-être que là aussi il y a un problème d'enjeu.
peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris l'enjeu. Alors ça peut être, oui, Éléonore nous dit, nous parle de la motivation, c'est exactement ça. Alors peut-être que vous avez négligé ou ça vous a peut-être échappé l'étape, vous savez, sur aller activer les motivations profondes. Hein. Peut-être que c'est intéressant d'aller revoir un petit peu, vous savez, cette histoire de situation présente, situation désirée. Qu'est-ce que c'est sur l'enjeu, donc qu'est-ce que ça va faire si tu restes dans la situation présente, et puis finalement qu'est-ce qui se produira si tu parviens à ta situation désirée. Est-ce que là c'est essayer de tendre l'élastique pour le remettre en mouvement, et puis voilà, pour voir tout simplement s'il est motivé par tout ça. Peut-être que s'il progresse pas, eh bien, il faut revoir l'objectif. Peut-être que l'objectif est pas le bon. Peut-être que l'objectif, il n'a pas vraiment envie d'atteindre cet objectif et que l'objectif est mal formulé. Hein, tout simplement. Peut-être aussi tout simplement que si votre client ne progresse plus, c'est parce que il a besoin de faire une pause dans son coaching. Ça arrive. Il a déjà peut-être super bien. Oui, ou Fabien nous dit objectif trop haut. Oui, absolument. Ou trop haut ou trop bas. C'est ça qui est paradoxal. Hein, parce que vous avez une fiche là-dessus. À un moment, vous avez peut-être lu cette fiche, elle est dans la plateforme. On parle de stretcher l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif, il doit être pile poil à la bonne hauteur. C'est-à-dire que quelque chose de pas très élevé, qui est un petit peu à côté du sujet qui profondément nous anime, finalement on n'est pas très motivé. Quelque chose qui est beaucoup trop ambitieux, qui est pas smart, hein, tout simplement, du coup on se démotive. Donc oui, hein, l'idée c'est est-ce que l'objectif est bien positionné. Et puis comme je vous le disais, peut-être que le client a tout simplement besoin d'une pause dans son coaching. Il a peut-être besoin d'un break. La seule solution c'est d'en parler. Encore une fois, c'est de mettre carte sur table, mais avant tout de prendre son ressenti. Hein. Rappelez-vous que, en tout cas là je parle aussi pour moi, c'est que parfois j'avais l'impression que les gens n'avançaient pas du tout, et ça renvoie justement, ça me fait écho, vous voyez, à mes propres limites, et c'est là-dessus que vous devez vous challenger. C'est que finalement pour moi, si ça va pas super vite et qu'on n'atteint pas des super résultats, on n'avance pas. Oui, mais ça c'est mon problème. Alors attention à ne pas transposer, il y a tout un travail sur nous, hein, en profondeur à faire, c'est de ne pas transposer ça sur votre client. Donc lui, s'il estime qu'il progresse, après tout, c'est lui qui paye. Hein. Donc c'est l'essentiel. Et puis encore une fois, un petit progrès, ça lui va peut-être très très bien. D'autres veulent faire le grand écart tout de suite. Vous aurez ces gens-là aussi, hein, qui sont insatisfaits parce qu'ils veulent des objectifs, ils veulent des résultats beaucoup plus puissants. Alors, il y a aussi parfois, attendez, pour finir sur cette question, je vois que je suis pas bien en avance, mais il y a aussi autre chose, c'est que parfois les gens qui ne progressent pas, c'est que il y a définitivement quelque chose qui fait que il y a des valeurs qui sont touchées derrière. Hein. Les valeurs, et du coup il y a, oui voilà, Sophie nous parle des freins, des blocages qui n'ont pas été vus, exactement. Ouais. Et alors du coup, voyez Sophie, là la solution, ça veut dire que peut-être vous êtes parti un peu trop vite sur le sujet de surface, je l'appelle toujours comme ça. On s'est un peu laissé piéger et on n'a pas été suffisamment développé la compréhension. Encore une fois, notre compétence 7 d'ICF, nous sommes pas allés, compétence 8 pardon, nous ne sommes pas allés suffisamment développer la compréhension de ce qui se trame. Hein. Et Annie nous dit parfois atteindre l'objectif, c'est prendre le risque de ne plus savoir quoi faire après. Et oui, pourquoi pas. Alors il faut en parler de tout ça. La peur de réussir. J'ai eu ça plein de fois aussi. Donc tout simplement, il y a des gens qui passent jamais à l'action parce qu'ils ont peur finalement. C'est pas exactement ce que vous dites Annie, hein, mais ça complète. Ils ont peur finalement de parvenir, de réussir. Alors bon, derrière il y a un peu de la pâteau hein, quand même, mais en tout cas ça peut arriver. Et Chantal nous dit, quel est le bénéfice secondaire à ne pas avancer ou à ne rien faire? À creuser, oui voilà, hein, vous comprenez à quoi ça lui sert. Voilà, et encore une fois, est-ce que ça serait pas un petit comportement que vous pourriez, avec lequel vous pourriez créer du lien, vous voyez, dans ces pratiques quotidiennes sur le terrain? Comment finalement, si ce comportement est une habitude qu'il a, eh bien peut-être que vous allez pouvoir le relier à l'objectif, ou peut-être même qu'il fait partie
intégralement de l'objectif. Bon, alors je suis pas bien parce qu'il est 22 heures, donc je ne tiendrai absolument pas rigueur à ceux qui nous quittent, et en même temps, ouais, peur de l'échec, Fabien, vous avez raison. Et en même temps, je vais quand même finir mes 2 questions. Tant pis si on finit à 3, mais je sais pas, bon, si vous avez des rendez-vous, bah vous partez, enfin, hein, vous nous quittez. Moi, je finis quand même, mais j'ai envie de répondre quand même à vos questions, parce que c'est un sujet qui est un peu court en 1 heure et demie, alors je vais déborder de 10 minutes, je pense. Les personnes qui ne mettent pas en place leur plan d'action. Alors là, c'est très simple. Et Chantal nous dit on ne vous en voudra pas de continuer, merci. Les personnes qui ne mettent pas en place leur plan d'action. Bon, toujours la même chose, vous avez bien compris, vous allez en parler à un moment. Mais donc là, l'idée, c'est de faire un reflet de fonctionnement et de vous poser la question aussi, si vous êtes bien dans du coaching toujours. C'est de redéfinir l'objectif. On est encore une fois dans le quid de la motivation. Hein, c'est toujours finalement un peu les mêmes méthodes. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas son plan d'action en place? Est-ce que c'est un procrastinateur et ça fait partie de l'objectif? Est-ce qu'il est dans la procrastination et on n'a pas du tout abordé ça et ça ne fait pas du tout partie de ses objectifs de coaching, mais par contre il faut absolument en parler parce que c'est quelque chose qui le dessert dans sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il n'est pas motivé par le coaching? C'est quoi le problème? La solution, c'est toujours la même. Exposer. Hein. Prenez notre petite technique de situation, comportement, impact, mettez carte sur table. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Responsabilisez-le. L'enjeu, exprimez l'enjeu. Vous savez que le coaching, ce sont des séances d'1 heure où on fait un travail en profondeur et le résultat, vous l'obtiendrez avec la mise en place de vos plans d'action. D'ailleurs, c'est la même chose pour le métier de coach. Hein. La formation est absolument indispensable, elle n'est pas suffisante. C'est la même chose. Mais le coaching, c'est la même chose. Les séances de coaching sont absolument indispensables, elles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail pendant entre 2 séances, comment allons-nous développer un nouvel automatisme et mettre en place un nouveau comportement sur le terrain, quelque chose de totalement différent que nous ne faisions pas jusqu'à présent. La seule solution, c'est de tester, de mettre en place. Hein. Voilà. Donc ça, rappelez-le. Rappelez-le tout simplement et cherchez à comprendre pourquoi la personne ne met pas ça en place. Il y a aussi des gens qui ont des besoins maladifs d'être poussés. Tiens, je me rappelle d'une dame, je savais plus, elle était comme ça, dans la réflexion, mais bon, derrière il y avait de la pathologie. Elle ramenait toujours dans la réflexion et elle revenait avec ses problèmes. Elle voulait comprendre, analyser, tout comprendre. Mais quand il s'agissait de passer à l'action, il n'y avait jamais de passage à l'action. Derrière, il y avait, je vous dis, quelque chose de pathologique. Elle était accompagnée à côté. Mais à un moment, évidemment, la solution, c'est de trouver des toutes petites actions pour ces gens-là aussi. Hein. C'est des gens qui ont trop peur de passer à l'action. Ils n'y vont jamais dans l'action et ils sont dans l'analyse. Hein. La solution, c'était de la pousser. Il y en a qui ont besoin qu'on leur mette un petit peu, qu'on les pousse un petit peu pour qu'ils avancent. Alors attention de ne pas se mettre dans la situation de sauveur et de je fais à ta place. Mais par exemple là, alors pour le coup ça avait marché, je pense que ça lui a pas sauvé la vie, hein. Mais en tout cas, enfin je veux dire, le comportement c'est difficile. En tout cas là, la solution c'était de lui dire, est-ce que je vous propose quelque chose parce qu'elle m'avait proposé une super action. Je vous propose quelque chose, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Allez, on se fait un petit pari toutes les deux. Vous faites ce que vous venez de dire. C'était pas grand-chose. Hein. C'était le PPP de Karine. Hein. Toute petite chose à mettre en place. Et puis dès que vous l'avez fait, alors elle avait dit son jour bien sûr, son heure, etc. Et vous me faites un petit message. Ah ouais, d'accord, je veux bien. Et là, on avait accroché le truc parce que derrière, il y avait quelqu'un qui supportait. Mais attention, ça reste occasionnel parce que sinon, vous allez vous mettre dans le je la tiens par la main, je la tire, je la pousse, je la tire. Hein. Donc bon. Mais en tout cas, ça peut aider et c'était ça mon intention, à créer une spirale de réussite. Hein. Donc bien sûr, Karine,
toujours le plus petit progrès possible. Vous découpez le plan d'action en mini petites actions, toutes petites choses, pour essayer de mettre en place cette spirale de réussite. Voilà. Et puis je vous l'ai dit, hein, parfois il reste au niveau conceptuel, réflexion, et il passe jamais à l'action. Et là, clairement, on est dans du psy. Alors je relis Annie pour voir si pour compléter l'idée de Chantal, parfois repasser sur la technique des petits pas est une bonne option. Voilà, exactement, pour dépasser la procrastination, c'est ce qu'on vient de dire. Donc merci Karine, ouais, tout à fait. Et Chantal, tout à fait. Hein, on a synthétisé cette idée, donc c'est parfait. Je finis avec celui qui vous demande des conseils et entretient une relation de dépendance. Je crois que vous commencez à avoir des éléments de réponse. Annie nous dit, oui, compléter. Pardon, ouais, c'est bon, j'ai rien manqué. Donc, pour finir sur la dernière question, qui est donc la dernière situation, qui était la demande de conseil et les gens qui entretiennent une relation de dépendance. Alors là, il faut que vous soyez très, très, très vigilant. Il faut bien sûr que vous réfléchissiez sur votre posture de sauveur. Vous allez un petit peu voir où vous en êtes dans le triangle de Karpman, et vous vous challengez sur comment vous allez couper le cordon, comment vous allez l'adresser. Maintenant, il y a parfois, parce que je sais que ça vous tient à cœur et vous le savez, je pense qu'on en a déjà parlé, parfois vous allez pouvoir lâcher votre petit conseil, mais ça dépend bien sûr de comment c'est fait, de la régularité, etc. Parfois, ils ont envie de savoir votre opinion, ils ont envie d'avoir un conseil, alors donnez-le à condition que vous, par exemple, émettiez des réserves. Écoutez, moi, est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Oui, j'aimerais bien savoir. À quoi ça va vous servir, par exemple, ok? Enfin, en tout cas, on va pas le poser comme ça, mais c'est comment allez-vous utiliser un avis extérieur pour continuer à progresser, hein? Ce serait quand même une question plus puissante. Alors, ils vont vous répondre, tac, 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 ok, et vous donner votre avis. Votre avis, ça va être, écoutez, là, par exemple, ce que j'observe, c'est telle et telle chose, et en même temps, moi, ce qui m'interroge, c'est que je vois ça et ça. Vous en pensez quoi? Donc, en fait, vous lui avez retourné le problème. Vous n'avez pas répondu à 100%, mais vous avez donné votre avis, mais avec encore une possibilité de choisir, hein, et donc de développer sa responsabilisation. C'est ça qui est intéressant. Quand les gens vous demandent des conseils, bien sûr, vous traitez pas forcément tout à chaud. Vous laissez les personnes aussi se calmer. Quand il y a par exemple quelque chose qui est de l'ordre d'émotion, hein, veillez à faire redescendre un petit peu la partie émotionnelle et puis à ramener le client sur finalement comment est-ce qu'il peut régler tout seul cette problématique. Et là, vous avez le clean, hein, le clean que vous avez vu la semaine dernière, qui peut être une technique. Ok, voilà. Je vous rappelle notre compétence 11, qui est la notion de responsabilisation. Il va falloir que vous retourniez la lire parce qu'on est en plein là-dedans sur cette notion de conseil. Et puis bien sûr, faire attention que ça soit pas une problématique de psychothérapie. Annie nous dit le renvoyer systématiquement sur sa manière de voir les choses. Oui, sur ses réussites passées comme réservoir de ressources. Oui, alors ça c'est intéressant aussi pour les conseils. Oui, j'aime beaucoup recadrer avec humour sur le côté limitant du conseil donné par autrui. Mais voilà, génial, super. Hein, et amenez-le à se responsabiliser si besoin. Encore une fois, rappeler le cadre du coaching, rappeler les limites de celui-ci, le rôle du coach aussi, et puis voyez si c'est un fonctionnement qu'il a établi dans sa vraie vie. Est-ce que finalement derrière, ou plutôt comment ressort cette relation de dépendance que vous vivez? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui terrible et qui a toujours besoin d'avoir l'avis d'autrui, par exemple, hein? Et là, toujours pareil, est-ce que on est en plein dans le sujet du coaching ou au contraire pas? C'est un autre sujet qui finalement est hyper important. Voilà. Alors, je finis par répondre à vos questions s'il y en a, avec toutes mes excuses pour ce retard. Je sais pas comment je m'y suis prise, mais mal, ça c'est sûr. Karine nous dit, vous vouliez encore adresser le sujet de la formation à Paris. Oui, merci Karine, j'avais oublié. Alors, vous avez raison.
J'ai oublié l'épisode qu'il y avait eu suite à l'annulation et j'avais oublié le fait que Alain avait du coup fait sa séance par visio. Alors du coup, vous m'interrogez là-dessus et je pense que oui, ça va être la même chose en fait. Je réfléchis. Vous m'avez fait réaliser ça en me posant votre question. Donc laissez-moi apporter une réponse claire à ce sujet et je vais poser la question à Anne-Brigitte et on va vous revenir par la plateforme. En tout cas, tout le monde n'a peut-être pas assisté, hein, mais maintenant que vous le dites, bon, laissez-moi vous revenir. Je vais être imprécise. Et oui, vous avez assisté à la vidéo. Et il avait dit que ça serait la même chose que ce qui allait être en salle. Alors oui, vous avez raison. Hein, bon, je gère, je ne vous oublie pas. Allez voir aussi, d'ici un jour ou deux, je vais vous mettre un petit document en plus en ligne là sur ces histoires de psychothérapie. Je me le note pour pas oublier. Oui, sur le message de Brigitte, ça semble la même chose. Vous avez raison, ça m'a pas tilté. Sandrine nous dit, j'ai pas compris, Ralid. Sandrine, puis parler au micro. Attendez. Je n'ai pas compris votre question. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur notre sujet? Alors, Sophie, c'est vivant et concret. Bon, merci. J'espère que c'est utile. C'est un sujet, un lourd débat. Karine nous dit, je ne peux pas être là à la prochaine séance de pratique. Que dois-je faire? Rien, Karine. On vous attendra pour la séance d'après. Mais réécoutez quand même, hein. Écoutez les cas. En plus, vous en avez trois sessions différentes. Donc, écoutez même un autre groupe. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'avoir un autre formateur aussi qui débriefe autrement. Aurélie nous dit, je pourrais avoir votre adresse mail SVP. Mon adresse mail, elle est sur la plateforme. Voilà. Rallye d'intervenir au micro, non, parce qu'il est 22h13. Alors, je posais votre question si vous en avez une. Je vais pas monopoliser davantage la soirée. J'ai été déjà beaucoup très bavarde. Merci. Ouais, c'est pas facile les sujets des clients difficiles. Vous savez, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, je n'aime pas bien donner des conseils, mais si là c'est un conseil de confrère, quand vous sentez que ça ne va pas, vous allez le ressentir au fond de vous tout de suite. Parlez-en avec quelqu'un. Hein, et là, vous allez bien. Voilà, restez pas seul. Allez, je vous souhaite une magnifique soirée. Rally, du coup, j'ai pas eu votre question. De quoi parle la slide 17? La slide 17, je l'ai enlevée, vous ne la verrez pas. Tant pis pour vous, pour les curieux. Vous voulez tout savoir. Elle parlait des méconnaissances, on en reparlera à un autre moment. Allez Annie, belle soirée à vous aussi. Merci beaucoup pour votre participation, vous avez été très 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 dynamique, super riche. Allez, bye bye à tous. Bonsoir Alid, alors j'ai pas eu votre question, une prochaine fois. Au revoir. Laissez-nous la slide. Vous êtes trop gourmand. Allez, bonne nuit. Au revoir.